Généralement, il y a des sentiments qui sont au cœur de notre engagement, qu'ils soient politiques, associatifs ou pour quelconque cause. Et le problème de ces sentiments, c'est qu'ils se cristallisent autour de valeurs. Ces valeurs, si on n'y prend pas garde, deviennent des fétiches. Et donc à partir de là, nous ne sommes plus capables de raisonner dans le monde que sur une logique idéologique. C'est-à-dire qu'on va prendre les effets pour des causes. Le meilleur exemple de ça, c'est évidemment la passion libérale autour du mérite, qui a été abondamment critiquée ces derniers temps, et c'est bien légitime. C'est-à-dire que le mérite est au cœur de l'éthique libérale, ça a été démontré maintes fois par Max Weber, l'éthique protestante. En somme, c'est « nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu et donc nous devons travailler ». De cet ascétisme du travail, une fois qu'il est sécularisé, naît simplement la valeur travail pour la valeur travail en tant que culte libéral. Et la meilleure manière où on peut la trouver, c'est sûrement dans l'exemple des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que tout républicain, tout libéral prendra la période des 30 Glorieuses pour la période méritocratique par excellence, avec un phénomène d'ascenseur social, de réduction des inégalités, parce que le travail permis par la République a permis cette égalisation liée au mérite. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est la resectorisation de l'économie qui a amené de nouveaux besoins, qui a fait de nouveaux postes, et donc effectivement, le mérite a été rétribué à ce moment-là. Mais ce n'est pas parce que la société était méritocratique, parce qu'il y avait un besoin économique. Donc, on voit bien qu'il y a un effet tautologique lorsqu'on fétichise une idée. Et sûrement, notre camp n'en est pas dénué. D'ailleurs, nous défendons parfois le mérite aussi, mais il faut revenir sur ce qui est les fondamentaux du camp conservateur. Alors, récemment, il m'a semblé voir passer une émission de Blast d'une neuroscientifique, Sama Karaki, qui traitait de la notion de talent. Et effectivement, la notion de talent, c'est la notion aristocratique par excellence. En cela que tout est naturel dans le talent. Le talent, c'est la réussite sans effort, c'est ce qui est inné. Et ce qui est inné, c'est ce qui est presque naturel, ce qui va de soi, ce qui est inhérent à l'être. Il n'y a pas d'effort à fournir, ce n'est pas acquis, il n'y a pas de travail, justement. Mais le problème que j'avais avec cette critique de l'ordre et du talent, c'est qu'on rend cette notion complètement inopérante en la critiquant justement. C'est-à-dire qu'effectivement, le talent seul, comme nous l'explique Madame Karaki, est insuffisant à expliquer les inégalités dans le monde. Évidemment qu'il y a du travail, évidemment qu'il y a de la reproduction sociale, mais de cette constatation que tout le monde fait, même le plus conservateur des êtres dira ben oui, effectivement, Beethoven, s'il avait été dans la jungle, il n'aurait pas fait la 9e symphonie. Mais en réalité, Sama Karaki crée un homme de paille. Elle considère que effectivement, le camp libéral ou conservateur va justifier l'existence du talent à partir des inégalités et donc que seul le talent opère. Et ça, personne ne le dit. Et c'est pour ça que nous devons revenir sur ce qui est la substance même de l'idée de talent et de l'idée d'ordre, c'est-à-dire l'inné. Alors, avant d'avoir une approche philosophique, nous devons déjà réfléchir scientifiquement à ce qu'est l'inné. Alors, la critique de l'inné, elle va se faire effectivement de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on va essayer de repérer quels sont les caractères innés de l'homme. Donc inné, dans notre définition, je le rappelle, c'est qui vient avec la naissance, qui n'est pas le fruit d'un travail, donc l'inverse de l'acquis, tout simplement. Et une professeure de philosophie, Valentine Reynaud, a publié il y a peu de temps « Y a-t-il des tueurs nés ?» justement pour critiquer cette approche scientifique de l'inné. De manière très juste, d'ailleurs, je trouve. Il faut dire qu'elle fait un inventaire dans les différents domaines de la connaissance de la notion d'inné, et c'est très pertinent. La première des critiques qu'elle formule, c'est face aux sciences de la fin du 19e siècle, qui vont essayer, à partir du physique des individus, de deviner des traits de leur personnalité. C'est ce qu'on appelle la physiognomonie. Et on va s'en servir notamment pour essayer de trouver qui seraient les criminels. Donc on voit bien qu'avec cette approche scientifique de l'inné, on peut très vite partir dans des dérives qui seraient regrettables et qui nourrissent toute une fiction. Et donc ces fantasmes sont en partie justifiés par ces approches scientifiques de l'inné. Alors en l'occurrence, la physiognomonie, c'est une pseudoscience, ça a été complètement invalidé.
Mais dans d'autres champs de la connaissance, l'inné joue encore un rôle très important. Par exemple, Chomsky, dans ses études sur le langage, va montrer, et c'est ce que dit Reynaud, elle est tout à fait honnête intellectuellement là-dessus, qu'il y a une structure inhérente à notre cerveau qui permet l'apprentissage du langage. Ça se retrouve empiriquement auprès de populations qui, à l'origine, parlent un pidgin, des Anglais, des Asiatiques par exemple, qui à un moment donné doivent travailler sur un chantier, développent un langage rudimentaire pour se comprendre avec un patchwork de leurs différentes langues, et leurs enfants, de ce patchwork, vont lui créer instinctivement une structure grammaticale. Donc, on voit bien que la notion d'inné dans le langage est opérante. Et c'est d'autant plus important de le souligner que le langage, là, instinctivement, on ne pense pas que c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelque chose qui se développe au cours de la vie. On n'est pas avec, ce n'est pas une propriété qui s'active dès la naissance. Et donc, ça fait que l'inné se couple à une notion de développement. L'inné, c'est quelque chose qui est en nous sous forme de boule, par exemple, et qui va se développer tout au long de la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de brut seulement. Et ça, c'est philosophiquement une notion sur laquelle nous allons revenir justement avec Leibniz tout à l'heure. En revanche, ce qui est d'autant plus intéressant scientifiquement, c'est que Reynaud va montrer aussi que la dichotomie entre inné et acquis est en partie obsolète. Elle prend l'exemple de mouches qui, lorsque l'environnement est saturé d'éther, développent 2 paires d'ailes à la place d'une seule. Et donc, à chaque fois, sur chaque génération de mouches, on constate que quand l'air est saturé d'éther, il y a ce développement. On se dit donc que c'est la mouche qui développe une partie de son corps pour être mieux en adéquation avec son environnement. Donc c'est de l'acquis. Mais au bout de la 18e génération de mouches, même si on replace la mouche dans un environnement normal, elle conserve ces 2 paires d'ailes. Donc ça montre qu'une caractéristique qui était d'abord acquise peut devenir innée, selon la définition qu'on vient d'en faire. Mais en cela, on considère que c'est purement génétique. Donc encore une fois, ça peut laisser place à un certain nombre de dérives qui peuvent être regrettables. Et c'est pour ça que nous allons nous attacher à justifier l'inné de manière métaphysique et pas de manière scientifique. On va se préoccuper de cette question avec notamment la philosophie de Leibniz et ses nouveaux essais sur l'entendement. Alors Leibniz, rapidement, c'est un philosophe du XVIIe siècle, un philosophe allemand, même si l'Allemagne n'existe pas en tant que telle à l'époque, protestant, et qui va être dans une logique de conciliation. D'ailleurs, il va être caricaturé par Voltaire, et c'est surtout sous cet angle-là qu'on le connaît, dans Candide, avec Pangloss, donc la langue bien pendue, qui inverse complètement le monde. Pangloss, c'est le personnage qui considère que nos pieds sont de cette taille pour rentrer dans des chaussures. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons, étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Donc il y a une inversion des valeurs et il y a surtout un monde qui est parfait, qui est parfaitement harmonieux pour Leibniz, qui a toujours ce souci effectivement de la conciliation. Et effectivement, c'est très frappant dans son œuvre. Parce que d'une part, du fait de sa vie, c'est un protestant et il se trouve que les États du sud de l'Allemagne, eux, sont catholiques, donc il y a des conflits au sein de l'État, des conflits de classe sociale aussi. Lui, il est plutôt bourgeois à l'origine, mais il va toujours servir des nobles, et donc il va vouloir justifier en permanence de l'harmonie de ce monde. Alors, pour vous dire très simplement comment il décrit très humblement son système, au début des nouveaux essais sur l'entendement humain,
Ce système paraît allier Platon avec Démocrite, Aristote avec Descartes, les scolastiques avec les modernes, la théologie et la morale avec la raison. Il semble qu'il prend le meilleur de tous côtés et que, puis après, il va plus loin qu'on n'est encore allé. J'y trouve une explication intelligible de l'union de l'âme et du corps, chose dont j'avais désespéré auparavant. Donc vous voyez, c'est plein d'humilité que Leibniz entreprend son œuvre d'explication philosophique du monde. Alors, les nouveaux essais sur l'entendement humain, c'est une réaction en réalité à une publication de John Locke avec l'essai sur l'entendement humain, qui est une vision purement empiriste du monde. C'est-à-dire que c'est à partir des sens et de la réalité tangible qu'on va développer nos idées et qu'on est capable de connaître le monde. Tandis que Leibniz, lui, pense au contraire qu'il y a des vérités qui sont nécessaires. Il y a certes des vérités contingentes, qui sont les vérités sensibles dont va parler Locke, mais Leibniz, lui, considère qu'il y a des vérités nécessaires, c'est-à-dire qui sont purement le fruit de l'esprit. Et c'est ça qu'on va appeler vérité innée. Parce que le problème qu'on avait avec les définitions scientifiques que l'on faisait de l'inné, c'est qu'au final, elles se résumaient plutôt à l'instinct. Machinalement, dès notre naissance, par inertie, nous avons plutôt tendance à agir de telle ou telle manière. Nous avons des tendances naturelles, ça aurait été ça l'inné. Eh bien, Leibniz va redéfinir cela, puisqu'il va considérer que c'est les règles de logique interne de l'esprit. Le meilleur exemple qu'on en ait, alors ce n'est pas Leibniz lui-même, mais c'est toute la tradition idéaliste qui en découle, c'est la maïeutique de Socrate. La maïeutique de Socrate, c'est « je fais accoucher les esprits », c'est-à-dire que les esprits ont déjà des vérités en eux, et moi je les aide à les trouver. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le fruit de l'expérience, c'est le fruit de la logique interne de l'esprit. Alors, en l'occurrence, ça s'oppose au principe de culture. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Alcibiade, donc un des dialogues platoniciens, Alcibiade est persuadé qu'un tyran est plutôt heureux, et Socrate va lui démontrer par les règles de la logique, contrairement aux règles de la culture et de l'instruction qu'avait Alcibiade, que un tyran ne peut pas être heureux dès lors qu'il agit injustement et qu'il vaut mieux subir une injustice qu'en commettre une. Donc c'est ça le principe de base de l'inné, c'est-à-dire faire ressortir des vérités de l'esprit. Alors vous voyez bien là qu'il y a une différence entre instinct et naturel et inné. Parce que l'inné, justement, il va se développer. Et on n'est pas toujours conscient des vérités innées qui sont en nous. Et c'est là d'ailleurs où Leibniz est particulièrement précurseur. Il y a presque une idée de l'inconscient avant l'heure en fait chez Leibniz, puisqu'il va nous expliquer que nous avons des connaissances dont nous n'avons pas conscience. D'ailleurs, toute la théorie qu'il développe à côté sur les petites perceptions, c'est-à-dire ces petites choses qui nous influencent mais dont on n'a pas conscience, participe de cette idée de l'inconscient. Pour donner un exemple très simple, lorsque vous êtes piqué par un moustique, si vous discutez avec quelqu'un, bien vous n'allez pas vous en rendre compte. Et c'est qu'une fois que vous avez vu la piqûre du moustique que vous savez que vous avez dû sentir ce moustique. Pourtant, si vous arrêtez de parler avec cette personne, vous sentirez qu'il y a un moustique sur votre bras. Donc il y a plein de petites perceptions qui nous influencent et il y a des vérités innées en nous, ce qui contribue à une idée d'inconscient avant l'heure. Évidemment, il y a des pétitions de principe que va dénoncer Leibniz face à la notion d'inné. La première de ces pétitions de principe, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une connaissance en nous dont on n'est pas conscience? Eh bien, en réalité, c'est exactement la même chose pour les connaissances acquises. Et ça montre bien que c'est seulement une pétition de principe. Lorsque vous savez des choses, que vous les avez apprises, vous n'êtes pas capable de toutes vous en souvenir en même temps. Vous ne convoquez pas en même temps dans votre esprit toutes les connaissances que vous avez acquises. Il vous faut faire un effort de mémoire. Et donc, vous ne sollicitez ces connaissances que vous avez acquises que lorsque l'occasion se présente. Si on me demande la couleur de mon chien, je ne pensais pas avant à la couleur de mon chien, c'est parce que vous me le demandez que je sollicite cette connaissance. On va pouvoir me la rappeler, c'est-à-dire que je peux hésiter, mais si on me donne deux propositions sur sa couleur, eh bien je saurai de suite laquelle est la bonne. Donc le souvenir active nos connaissances, qu'on n'a pas toutes simultanément. Eh bien pour l'inné, c'est exactement la même chose. Et la preuve par excellence, je ne l'ai pas dit, mais Leibniz est un grand mathématicien de l'époque, il participe de l'invention du calcul infinitésimal. Il va considérer que la connaissance innée par excellence, c'est celle des mathématiques et de la géométrie. On est bien conscient que les règles mathématiques ne peuvent se démontrer purement par l'expérience. Il y a un effort d'abstraction qui doit être fait. Donc c'est en cela qu'il va s'opposer à l'empirisme. Encore une fois, les plus critiques de l'innéisme vont nous rétorquer,
Oui, mais ce n'est qu'une capacité d'apprendre l'inné. C'est une capacité à recevoir et pas autre chose. Ce n'est pas des connaissances qui sont déjà en nous. Mais au contraire, ce que nous prouvent les mathématiques, c'est que cette connaissance, elle est déjà en nous et l'expérience sensible ne vient que la réveiller. Donc c'est là où il va différer par exemple de Descartes ou Platon, où il ne va pas être purement dualiste, où il va laisser place au monisme. C'est-à-dire qu'il a bien conscience que c'est à travers des expériences singulières que notre connaissance beaucoup plus profonde, fruit de l'abstraction, va se réveiller. Ces connaissances sont en nous, mais ont besoin de la sensibilité pour être éveillées. Et donc vous voyez bien là que justement Leibniz n'est pas caricatural et que la différence entre inné et acquis est beaucoup plus tenue que dans un idéalisme très primitif. Pour le citer encore une fois, à propos des vérités nécessaires, donc des vérités qui sont le fruit de l'inné. L'esprit n'est pas seulement capable de les connaître, mais encore de les trouver en soi. S'il n'avait que la simple capacité de recevoir les connaissances ou la puissance passive pour cela, aussi indéterminée que celle qu'a la cire de recevoir des figures et la table rase de recevoir des lettres, il ne serait pas la source des vérités nécessaires comme je viens de montrer qu'il l'est. Car il est incontestable que les sens ne suffisent pas pour en faire voir la nécessité et qu'ainsi l'esprit a une disposition, tant active que passive, pour les tirer lui-même de son fond. Quoique les sens soient nécessaires pour lui donner de l'occasion et de l'attention pour cela, et pour les porter plutôt aux unes qu'aux autres. Donc on voit bien que les sens, par notre expérience, nous permettent, à partir du particulier, de généraliser et donc d'activer ces connaissances innées, abstraites, que nous avons en nous. Vous voyez bien, si vous avez, et que vous êtes un petit enfant, 2 pièces devant vous, si vous en ajoutez 2 de plus, ça en fait 4. Mais c'est qu'une expérience singulière. On peut en tirer le principe abstrait à partir de notre logique interne, que 2 unités ajoutées à 2 autres en font 4. Les mathématiques sont des vérités innées. Alors ça découle évidemment, encore une fois, d'une philosophie idéaliste où les idées sont beaucoup plus pures que la réalité tangible et où cette réalité va devoir s'y conformer. Pourquoi s'y conformer? Eh bien parce que ces idées, cet arrière-monde idéaliste, il est beaucoup plus parfait que notre monde physique à nous. Il y a aussi une autre idée innée que nous avons, c'est celle de la morale. C'est relativement contre-intuitif puisqu'on voit bien qu'on agit de manière immorale en permanence. On voit bien que nos penchants égoïstes, nos passions nous poussent à aller contre notre raison et donc à faire l'immoral. Mais justement, ce qui est le fruit de l'esprit, c'est la raison. Les passions, elles sont toutes matérielles, elles sont toutes terrestres. Et donc, nous avons des règles de morale qui sont innées, mais qui vont devoir être affûtées avec notre raison. L'exemple que va prendre Leibniz, c'est celui de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Donc, la morale universalisable par excellence. Effectivement, d'où est-ce qu'on a ce sentiment inné que c'est une maxime correcte? Du fait que lorsque je vois quelqu'un souffrir parce qu'on lui fait du mal, je n'ai pas envie d'être à sa place, donc nécessairement j'ai de la sympathie pour cet être, et donc ma morale va être de ne pas faire la même chose. Alors Leibniz va nous dire, ça c'est l'intuition que nous avons. Alors Leibniz c'est évidemment chrétien, donc il dit c'est Dieu qui nous a mis ce sens moral inné en nous, et on va pouvoir l'affiner avec la réflexion. En l'occurrence, ce n'est pas ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi-même, mais juge toujours du point de vue de l'autre, ce qui est 2 choses différentes, parce qu'on est bien d'accord que aucun d'entre nous n'est strictement équivalent. Donc certaines choses qui vont nous faire plaisir ne vont pas faire plaisir aux autres. Donc c'est juger du point de vue de l'autre qui est la bonne maxime morale, et celle dont on vient de discuter était l'intuition qui permet d'y amener. Donc la morale est couplée à l'intuition initiale que la raison va nous permettre de parfaire, chez Leibniz. Les principes qui régissent ce qu'est l'inné pour Leibniz. Donc on voit bien que c'est à la fois une définition par défaut, c'est-à-dire que toutes les pétitions de principes qui sont faites contre l'inné, il va les récuser une à une, notamment avec l'aide du souvenir, qui est un moteur d'activation de la connaissance, qu'elle soit acquise ou innée, mais surtout il va tirer de ces grands principes le principe de causalité, qui est le principe abstrait par excellence, c'est-à-dire que toute chose a une cause.
Et le problème, c'est que Leibniz, il veut un monde harmonieux. Et si toute chose est une cause, on ne peut pas remonter jusqu'à la cause finale. Il y a toujours une cause avant. Donc il faut bien qu'il y ait un principe générateur. Et au même titre que pour la morale et l'intuition, ce principe générateur, la cause première, chez Leibniz, ça va être Dieu. Et donc l'idée d'inné en elle-même, l'inné étant la rationalité, ça se confond en quelque sorte, Dieu va être l'organisateur du monde. Et ces vérités innées, elles sont là pour être développées, mais aussi pour nous dire qu'il y a des règles qui préexistent à notre venue sur Terre du monde. Donc le monde est déjà organisé et c'est à nous de retrouver quelles sont les règles de cette organisation. Donc c'est quelque chose qui fondamentalement est anti-kantien, vu que Kant lui va partir de l'individu purement et va vouloir organiser le monde à partir de la raison. Le monde est chaotique et on l'organise, tandis que là, le monde est déjà organisé et c'est à nous de trouver quelles sont les règles de cette organisation chez Leibniz. Alors, il y a une petite difficulté tout de même, c'est que Leibniz, rationaliste qu'il est, découle de la philosophie de Descartes. C'est un cartésien un peu éloigné, mais un cartésien tout de même. Et nous, dans notre perspective, nous avons bien conscience que la politique de la tabula rasa, c'est profondément anti-traditionnel, anti-empiriste. Donc comment est-ce qu'on va concilier cet anti-empirisme, donc cet anti-traditionnalisme quelque part, avec l'existence de ces vérités innées? Eh bien c'est là tout l'objet de la doctrine conservatrice, c'est-à-dire de concilier ce qui est inné, intangible, et ce qui ne l'est pas, qui doit donc être amélioré. L'éthique conservatrice, c'est considérer qu'il y a de l'immuable et encourager au fait qu'on améliore tout ce qui n'est pas immuable. Alors c'est une définition extrêmement large, puisque on peut mettre ce que l'on souhaite dans ce qui est immuable et ce qui ne l'est pas. Et c'est à nous de faire ce tri de manière raisonnable, de sorte à construire la société que l'on souhaite. Et c'est là où je me mets en faux vis-à-vis des critiques qui pourraient être très légitimement faites, comme au titre du mérite, on pourrait dire ah oui, vous voyez de l'immuable là où vous avez envie de le voir. Justement, l'éthique conservatrice, c'est dire qu'il n'y a pas que cela. Et la difficulté avec la nature humaine, c'est qu'on voit bien qu'il y a la médiatisation de la conscience entre ces vérités nécessaires et l'homme. Ce n'est pas purement un instinct, comme chez l'animal. Donc il faut, à partir de là, considérer que nous sommes capables de nous tromper sur ce qui est une vérité innée, que nous sommes capables de nous tromper sur les conclusions que nous allons tirer de ces intuitions premières. Et c'est pour ça qu'il me semble extrêmement important de justifier l'inné de manière philosophique, métaphysique, comme le fait Leibniz, et pas de manière scientifique, parce que la science, c'est l'exactitude. Et donc, si on définit quelque chose comme inné et comme exact, il va y avoir une tendance limite eugéniste, ultra-normative, qui va se développer. Donc vous pouvez tout à fait justifier l'inné de manière scientifique, mais il me semble que nous, dans notre éthique politique, il convient de le réhabiliter d'une manière philosophique.